Un détail a échappé au regard. Le ton du Premier ministre jamaïcain n'était pas celui d'un adversaire triomphant, mais celui d'un homme inquiet, contrôlé, presque crispé. Sous ces mots mesurés vibrait une peur ancienne, réveillée par l'écho venu du continent oublié, celui que porte et accélère Ibrahim Traoré. Pourquoi un discours venu d'Afrique suffit-il à troubler l'Atlantique, à fissurer les certitudes, à bousculer l'aisance des diplomaties insulaires? Dans le souffle de Kingston, la mémoire coloniale, longtemps repoussée sous les tapis des conseils, se relève d'un bloc et demande des comptes. Ce discours, plus qu'un simple échange diplomatique, a ouvert une brèche entre deux imaginaires, celui d'une Caraïbe prudente et celui d'une Afrique qui se redresse. Le bénéfice promis est clair, redéfinir la souveraineté par la mémoire, et non par la peur. Derrière la polémique, une promesse plus vaste se dessine. Reconnecter les peuples séparés, faire de l'Atlantique non plus un mur, mais un pont. Car en nommant Ibrahim Traoré, les médias occidentaux n'ont pas seulement pointé un homme. Ils ont révélé une angoisse ancienne, celle de voir la parole africaine circuler librement sans médiation. Et si la véritable question n'était pas « qui influence ?», mais « qui s'autorise à parler ?» C'est là que réside l'enjeu, dans la bataille pour le droit de raconter son propre passé avant que d'autres ne le fassent encore une fois à sa place. Cette tension nouvelle attire, choque, mais retient. Elle marque le retour du continent dans le champ du verbe mondial. Dès le départ, un détail frappant se dévoile. Le ton calme d'Andrew Holness n'était pas un signe de maîtrise, mais un bouclier. Deux chiffres, pourtant, révèlent le déséquilibre. Plus de 80% des échanges commerciaux jamaïcains dépendent encore des circuits anglo-saxons, tandis que moins de 5% proviennent du continent africain. Cette asymétrie économique donne sens à la crainte. Chaque mot d'Ibrahim Traoré fissure un ordre bâti sur la dépendance. Le contexte éclaire ce choc. À Kingston, la scène se voulait anodine. Un Premier ministre défendant la souveraineté d'un État insulaire. Mais au-delà du pupitre, les caméras ont capté autre chose. Un frisson, une hésitation entre fidélité et mémoire. Derrière les phrases feutrées sur l'influence étrangère, c'est toute une génération d'élites qui redoute de perdre son autorité morale dès que le Sud global parle d'égal à égal. Le discours de Ouagadougou, lui, n'avait rien de provocateur. Il évoquait des chaînes anciennes, brisées en apparence, mais toujours palpables dans les circuits financiers et les regards politiques. En répondant à la Jamaïque, Traoré ne cherche pas la confrontation. Il restaure une continuité, celle d'une Afrique qui tend la main, non pour exiger, mais pour rappeler. Ce détail, la peur derrière la politesse, change la lecture du moment. Car la crise entre les deux pays n'est pas une querelle de mots, c'est un révélateur. Elle dévoile la nervosité d'un système qui, pour se maintenir, doit faire taire les voix trop sincères. Et dans cette nervosité, le nom d'Ibrahim Traoré devient symbole. Non pas celui d'un fauteur de troubles, mais d'un miroir tendu à la conscience postcoloniale. Derrière les micros et les drapeaux, il y a l'homme. Ibrahim Traoré, souvent dépeint comme un symbole de rupture, agit ici comme un guide involontaire. Il ne cherche pas à convaincre, mais à rappeler. Son visage, figé sur les écrans de Kingston, ne portait ni menace ni triomphe, seulement la gravité de ceux qui savent que les mots peuvent déplacer les lignes autant que les armes. Lorsqu'il a prononcé son message aux peuples afro-caraïbes, les premiers échos ne sont pas venus des chancelleries, mais des rues. À Montego Bay, des étudiants ont repris des extraits de son discours sur les réseaux sociaux. À Ouagadougou, des radios communautaires ont diffusé la réponse jamaïcaine comme un miroir inversé. Ce va-et-vient symbolique a créé un dialogue inattendu. Deux continents séparés par l'océan, reliés à nouveau par la parole. C'est là l'impact le plus précoce. Avant même les analyses politiques, une émotion partagée a circulé. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique et la Caraïbe se sont regardées sans filtre, hors des récits imposés. Et si, derrière la diplomatie, il s'agissait d'un simple geste humain, reconnaître que la blessure coloniale n'est pas refermée, mais qu'elle peut enfin être nommée, car dans ce face-à-face feutré, les projecteurs n'éclairaient pas seulement deux dirigeants, ils dévoilaient un fil invisible, celui d'une mémoire qui refuse de mourir et qui, en retrouvant sa voix, commence peut-être à guérir. Tout a commencé par une phrase anodine, prononcée à Kingston, un matin de conférence de presse. Andrew Holness, le ton posé, évoque l'ingérence étrangère. Mais à mesure que les mots se déposent, le sous-texte devient clair. Il vise Ibrahim Traoré sans le nommer directement.
Le Burkina Faso, pourtant à des milliers de kilomètres, se retrouve soudain au centre d'un ouragan médiatique. Quelques heures plus tard, les titres tombent, Traoré attise les tensions dans la Caraïbe. Les rédactions s'enflamment, les experts recyclent les mêmes formules, populisme, radicalisation, menace panafricaine. À Ouagadougou, la riposte se prépare, pas par les armes, mais par les mots. Dans une salle sobre du palais présidentiel, une équipe resserrée rédige un discours en urgence. Il faut clarifier, mais sans plier. Le soir même, le message traverse les ondes. Ibrahim Traoré parle sans note, le regard calme, la voix ferme. Il ne s'adresse pas au gouvernement, mais au peuple. Il évoque les chaînes de l'histoire, le sang africain versé des deux côtés de l'océan, la mémoire confisquée. Il rappelle que l'indépendance n'est pas un don, c'est un fardeau qu'il faut porter ensemble. Ces mots frappent. En Jamaïque, ils résonnent jusqu'au campus. En France, ils sont scrutés comme un signe d'insubordination diplomatique. Le lendemain, les chancelleries s'agitent. Londres appelle Kingston, Paris observe, Washington s'interroge. Ce qui devait rester une querelle marginale devient un symptôme global. Les alliances post-coloniales tremblent, les porte-paroles trébuchent sur leurs éléments de langage. À mesure que les communiqués s'empilent, un paradoxe s'impose. Plus les dirigeants condamnent, plus la parole de Traoré se propage. Sur les réseaux, la vague est fulgurante. Des hashtags panafricains explosent. Unité noire, Tcha mémoire vivante, Sahel réveil. En moins de 24 heures, les extraits du discours cumulent des millions de vues. Ce n'est plus une affaire de diplomatie, c'est une bataille culturelle. Les jeunes, de Dakar à Port-au-Prince, s'emparent du message. Ce n'est pas un conflit, c'est un rappel. Dans cette spirale, la tension atteint son sommet. Les éditoriaux oscillent entre admiration et peur. Certains y voient la renaissance d'une conscience mondiale, d'autres une menace pour l'ordre établi. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'événement dépasse les personnes. Il révèle le glissement silencieux d'un monde où les voix du Sud ne demandent plus la permission de se faire entendre. Ainsi, en quelques jours, la tempête née d'un mot diplomatique devient une onde planétaire. Et quand la poussière retombe, une certitude demeure. Le dialogue entre l'Afrique et la Caraïbe vient de s'ouvrir, et nul ne pourra plus le refermer. Pour comprendre l'ampleur du discours d'Ibrahim Traoré, il convient de dépasser les mots et de s'appuyer sur des réalités concrètes. Tout d'abord, les chiffres mettent en lumière une dépendance structurelle qui éclaire les tensions sous-jacentes. Selon la Banque mondiale, plus de 72% du commerce extérieur jamaïcain reste arrimé à l'ancien bloc colonial. Moins de 6% provient du continent africain. En revanche, depuis 2022, les échanges Burkina Faso-Caraïbes, bien que modestes, ont progressé de 41%. Une hausse liée à de nouveaux canaux logistiques informels, portés par des acteurs privés et des associations diasporiques. Ce contraste illustre la peur que suscite une ouverture directe. Un lien économique libre érode l'intermédiaire traditionnel. Ensuite, l'impact du discours se révèle à travers son audience et la manière dont il a été accueilli. Dans les 48 heures suivant la diffusion du message, les plateformes africaines et caribéennes ont cumulé plus de 28 millions de vues sur les extraits sous-titrés, selon les agrégateurs régionaux. En Jamaïque, les chaînes publiques ont enregistré une hausse de 17% de l'audience lors des segments analysant le discours de Traoré. Chaque pic d'audience correspondait à une séquence évoquant la mémoire du sang partagé. Le lien émotionnel est devenu un indicateur mesurable. Enfin, les répercussions diplomatiques traduisent l'émergence d'un nouveau réseau de solidarité. En moins de 10 jours, 4 pays africains, le Mali, le Niger, la Guinée et le Ghana, ont adressé des messages de soutien symboliques, tandis que 2 États caribéens ont proposé des dialogues culturels bilatéraux. Ce ratio de 6 initiatives sur 14 nations sollicitées montre qu'un réseau informel s'esquisse hors des institutions occidentales. La période 2020-2022, pour référence, comptait 0 initiative intercontinentale de ce type. Cette progression, infinie dans les statistiques, est surtout inédite dans les mentalités. Ces chiffres ne disent pas tout, mais ils tracent une courbe claire. Plus la parole panafricaine circule, plus elle génère de connexions latentes. La diplomatie classique, centrée sur les traités et les crédits, se heurte à un indicateur inédit, la vitesse de diffusion symbolique. Les économistes parlent de « effet delta », le moment où la variation devient message.
Ici, la variation, c'est la réappropriation du récit. Et ce delta, mesuré non en dollars mais en conscience, marque la bascule d'un continent qui cesse d'être objet de l'histoire pour en redevenir sujet. Ainsi, derrière chaque pourcentage se cache une idée simple. La souveraineté n'est plus une formule politique, c'est une donnée quantifiable. Le nombre de voix qui refusent le silence. Les critiques n'ont pas tardé. Pour nombre d'analystes caribéens, Ibrahim Traoré serait tombé dans une rhétorique panafricaine déconnectée des réalités locales. Certains avancent que l'Afrique projette ses blessures sur des sociétés déjà indépendantes, que rappeler les chaînes du passé revient à freiner la marche vers la modernité. Leur logique paraît solide. La Jamaïque, disent-ils, ne doit rien à l'Afrique sinon une origine lointaine. Son défi n'est pas la mémoire, mais le développement. Mais cette argumentation, en apparence rationnelle, oublie une donnée essentielle. L'économie mondiale n'a jamais cessé de fonctionner selon des hiérarchies héritées du colonialisme. Les taux d'intérêt, les circuits du crédit, les normes juridiques, tout ce qui régit la souveraineté, reste de façonné par les anciens centres impériaux. Rappeler cela n'est pas nostalgie, c'est diagnostic. La parole de Traoré dérange, non parce qu'elle divise, mais parce qu'elle nomme les dépendances que beaucoup préfèrent taire. Un autre reproche revient. Cette union afro-caraïbe est une illusion sentimentale. Pourtant, les chiffres du commerce, de la culture et des mobilités racontent l'inverse. Festivals partagés, coopérations universitaires, start-up transatlantiques. L'interconnexion ne naît pas des institutions, mais des peuples. Et c'est précisément ce que redoute l'ordre établi, que la solidarité échappe à la tutelle diplomatique. Face à ces objections, la réponse de Traoré demeure constante. Je ne veux pas convaincre, je veux rappeler. Cette phrase condense toute sa stratégie. Il ne cherche pas à opposer la Jamaïque à l'Occident, mais à rappeler que la mémoire est une forme d'énergie politique. Le débat, dès lors, n'oppose plus deux dirigeants, mais deux conceptions du monde. Celle qui voit la liberté comme un privilège négocié et celle qui la revendique comme un héritage à reconquérir. Une simple phrase, en 8 mots, bouleverse tout. Nous ne sommes pas deux histoires, mais une seule. Placée au cœur du discours d'Ibrahim Traoré, elle agit comme un interrupteur symbolique. En quelques secondes, elle efface les distances, renverse les catégories, relie l'Afrique et la Caraïbe dans une même continuité. Cette révélation marque le point culminant du récit. L'enjeu n'est plus la polémique diplomatique, mais la réappropriation identitaire. Dans cette inversion, la Jamaïque cesse d'être une île isolée et redevient une extension de la mémoire africaine. La phrase, reprise des milliers de fois en ligne, devient un mantra. Elle ouvre une brèche. Et si la séparation n'avait jamais été géographique, mais psychologique, si la colonisation avait simplement redessiné les cartes pour effacer les liens du sang? À cet instant, le débat se mue en un miroir révélant des vérités partagées. Pour la première fois, ceux qu'on opposait découvrent qu'ils racontent la même histoire, simplement à des versants différents. Et lorsque la vérité prend la forme d'une phrase aussi simple, les frontières ne résistent pas longtemps. Les répercussions du discours d'Ibrahim Traoré s'étendent bien au-delà des cercles politiques, touchant plusieurs sphères essentielles. Tout d'abord, dans les États africains, cette prise de parole a renforcé l'idée d'une diplomatie sans intermédiaire. Les jeunes fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères au Burkina Faso parlent désormais de coopération directe Sud-Sud, tandis que le Mali et le Niger esquissent des forums panafricains indépendants. Selon les observatoires économiques régionaux, ces projets pourraient générer jusqu'à 12% de croissance cumulative en échanges interafricains d'ici 3 ans. Ensuite, au sein de la diaspora, à Londres, Toronto ou La Havane, les communautés afrodescendantes ont trouvé dans ce discours une boussole morale. Les associations culturelles, jusque-là dispersées, se fédèrent autour de l'idée d'un axe de la mémoire vivante. Le nombre d'événements culturels afro-caraïbes mentionnant le Sahel a augmenté de 37% en 6 mois. Signe que la conscience historique s'étend au-delà des frontières linguistiques. Par ailleurs, chez les jeunes générations, des initiatives étudiantes émergent, reliant les universités jamaïcaines et africaines à travers des projets conjoints, films, podcasts, ateliers d'histoire décoloniale. Ces échanges, bien que symboliques, produisent un effet durable. Redéfinir la réussite non plus comme l'exil vers le nord, mais comme la reconstruction du Sud. Les sondages menés en 2025 indiquent que 61% des jeunes interrogés en Afrique de l'Ouest perçoivent désormais la Caraïbe comme une extension naturelle de l'identité africaine.
Enfin, dans les institutions internationales, un dialogue inédit s'ouvre. La Banque africaine de développement et la CARICOM ont lancé un groupe d'études sur les flux mémoriels et économiques sud-sud. Même symbolique, cette reconnaissance modifie la carte mentale du pouvoir. Pour la première fois, les institutions discutent non d'assistance, mais de partenariat. Ce glissement lexical signale une mutation. Le langage de la dépendance cède la place à celui de la corresponsabilité. Ces champs convergent vers une même équation. Le mot « souveraineté » cesse d'être un slogan. Il devient un modèle d'organisation, une matrice culturelle, un outil d'éducation collective. Et plus ce modèle circule, plus il fissure l'ancien récit d'impuissance. Ce que la Jamaïque craignait comme une influence étrangère devient, pour beaucoup, un miroir réparateur. Car si une parole africaine suffit à rappeler aux peuples dispersés qu'ils partagent un même héritage, alors ce n'est plus une menace, c'est une renaissance. À partir de cette onde symbolique, plusieurs trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Tout d'abord, un apaisement prudent pourrait voir le jour, avec des échanges diplomatiques reprenant un ton plus feutré entre la Jamaïque et le Burkina Faso, soutenu par quelques partenaires modérés. Le souvenir de la controverse s'effacerait sans éclat, mais le potentiel transformateur du moment risquerait de s'émousser, absorbé par la routine diplomatique. Ensuite, dans une perspective plus ambitieuse, un réseau afro-caraïbe pourrait émerger sous l'impulsion des universités et de la société civile, porté par des programmes d'échange et des médias partagés. Les États s'y grefferaient par pragmatisme, faisant de la dynamique mémoire-développement le moteur d'une diplomatie horizontale. Les premières conférences conjointes pourraient se tenir d'ici 9 à 12 mois, selon les calendriers universitaires et les budgets régionaux. Ce scénario suppose un équilibre rare, celui où l'émotion collective se transforme en structure durable. Enfin, dans un cas plus sombre, la Jamaïque pourrait durcir son ton sous la pression de certains bailleurs, craignant d'être accusée d'alignement africain. Les puissances occidentales exploiteraient la fracture pour raviver le soupçon d'instabilité. Les discours officiels redeviendraient défensifs, et la flamme du rapprochement s'éteindrait peu à peu. Mais même dans ce cas, les graines semées demeurent, car une idée, une fois prononcée, ne disparaît pas. Elle circule, s'enracine, attend son heure. Si la mémoire devient moteur, alors le futur s'écrit à 2 continents. Tel est le pari implicite de Traoré, que l'histoire, relue à voix haute, puisse redevenir une politique. Ce moment, au-delà de la politique, touche à l'intime. Pour beaucoup de spectateurs, le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement résonné comme une déclaration diplomatique, mais comme une confidence publique. À Kingston, une mère raconte à la télévision qu'elle n'avait jamais parlé à ses enfants de ses ancêtres africains. À Ouagadougou, un jeune rappeur compose un morceau intitulé « Retour de la mer ». Dans ces gestes minuscules se cache une force silencieuse, la reconnaissance de soi. Les réseaux sociaux, d'ordinaire saturés de dérision, se transforment quelques jours en espaces de réflexion. Des milliers de commentaires se répondent en créole, en français, en wolof. La question n'est plus « qui a raison ?», mais « que nous reste-t-il à guérir ?» Cette translation émotionnelle est rare. Elle échappe au calcul politique. Elle dit qu'au-delà des frontières, il existe une douleur commune, et qu'y mettre des mots, c'est déjà y mettre un remède. Les observateurs parleront de soft power, mais le terme est trop froid. Ce n'est pas du pouvoir, c'est du lien. L'émotion ne renverse pas les régimes, mais elle change la gravité des symboles. Et lorsque la fierté renaît, là où régnait la honte et l'amnésie, c'est tout un horizon qui se rouvre. Dans la mémoire collective, ce moment restera comme la preuve qu'un discours peut devenir miroir, et qu'un miroir, parfois, vaut un manifeste. L'Afrique et la Caraïbe se sont reconnus, non par stratégie, mais par nécessité d'exister ensemble. L'émotion ne suffit pas. Encore faut-il la traduire en actes. C'est ici que le discours d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il ne s'agissait pas d'un cri, mais d'un plan implicite, une feuille de route que l'Afrique et la Caraïbe peuvent désormais écrire ensemble. Pour traduire cette vision en actes, un premier pas consisterait à établir un dialogue éducatif, avec des programmes d'échange entre universités du Sahel et campus caribéens, mutualisant les archives de la traite et produisant des manuels communs d'histoire décoloniale. Ce n'est pas un rêve, mais une reconstruction de la mémoire par la connaissance. Ensuite, il s'agirait de renforcer la coopération économique directe en facilitant les routes aériennes et maritimes, en favorisant les circuits commerciaux sud-sud
et en établissant des plateformes logistiques partagées. Chaque transaction devient alors un acte symbolique, la preuve que l'indépendance peut se mesurer en kilomètres reliés, non en crédits accordés. Par ailleurs, soutenir l'indépendance culturelle à travers des productions cinématographiques et musicales afro-caribéennes renforcerait ce lien. L'art, ici, n'est pas divertissement, il est diplomatie, car les peuples s'écoutent d'abord par leurs chansons avant de se comprendre par leurs traités. Enfin, la création d'un conseil consultatif afro-caribéen permettrait une coordination politique sans intermédiaire, une plateforme d'idées libres où diplomates, intellectuels et entrepreneurs échangent. C'est dans ces lieux ponts que naissent les solutions qui échappent aux tutelles. Cette feuille de route n'a rien d'utopique. Elle décrit simplement le monde qui se dessine déjà. Un monde où l'héritage devient ressource et où la parole, libérée, se transforme en projet collectif. La mer, cette frontière liquide qui séparait les continents, devient soudain personnage. Dans les mots d'Ibrahim Traoré, elle n'est plus un gouffre, mais un fil tendu, la mémoire mouvante d'un passé qu'on ose enfin regarder. Les chaînes dont il parlait ne teintent plus de fer, mais d'écho. Elles relient désormais des ports, des voix, des visages. On se souvient alors de la première image du discours, celle d'un homme seul, accusé d'ingérence, parlant pourtant au nom d'une fraternité refusée. Ce contraste, à lui seul, raconte la trajectoire d'un monde qui se réveille. Le visage de Kingston répond à celui d'Ouagadougou, comme deux miroirs reflétant la même lumière. Et si la réconciliation commençait ici, non dans les sommets, mais dans les regards? Peut-être que le vrai courage n'est pas de rompre, mais de tendre la main malgré la distance. L'eau sépare, mais la mémoire relie. Et dans ce flux continu, les peuples comprennent enfin que l'histoire, quand elle circule, devient promesse. Alors que les projecteurs s'éteignent et que les discours s'effacent, une question demeure suspendue. Que ferons-nous de cette résonance nouvelle? Les mots d'Ibrahim Traoré ne réclament ni adhésion aveugle, ni culte du héros. Ils invitent à penser, à relier, à bâtir, sans attendre l'autorisation de quiconque. Peut-être n'y a-t-il plus d'ingérence, mais seulement un dialogue interrompu qu'il faut reprendre. Peut-être que le véritable avenir ne s'écrit pas dans les chancelleries, mais dans les voix qui se répondent d'un rivage à l'autre. À ceux qui doutent encore, la mer murmure une vérité ancienne. La liberté n'est pas un territoire, c'est une direction. Et chaque génération doit choisir si elle avance vers elle ou s'en détourne. Le monde change lorsque les peuples cessent d'avoir peur de leur propre reflet. Alors que chacun s'interroge. Que signifie être libre quand nos mémoires se répondent à travers les vagues? La réponse peut-être commence maintenant, entre nos mains, nos mots, nos regards.